Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder le chapitre 15 du programme de SVT première intitulé L'immunité innée. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos. Commençons sans plus tarder avec la première activité, nommée l'immunité innée, une défense de l'organisme commune à de nombreux êtres vivants. L'abstract met en évidence le rôle majeur de cette immunité, consistant en la reconnaissance d'un élément étranger à l'organisme ou bien de modification de ses propres cellules, devenant par exemple infectées par un virus. Tous ces signaux sont alors détectés et déclenchent des mécanismes visant à éliminer l'agent étranger. Le premier document met en évidence un organisme modèle, Drosophila melanogaster, qui a beaucoup servi à mieux comprendre les mécanismes de l'immunité innée chez les non-vertébrés. Dans cette expérience, les chercheurs ont inoculé chez cet organisme des souches d'Escherichia coli, qui, je vous le rappelle, ont un temps de division très court. En 20 minutes chrono, la taille de leur population double. Dès lors, on s'attendrait avec le temps à observer une hausse exponentielle du nombre de bactéries chez la drosophile. Toutefois, comme montré sur le diagramme à droite, ce n'est pas le cas. En effet, plus le temps après inoculation augmente, plus la charge bactérienne chez la drosophile diminue. Mais ce n'est pas tout. On remarque aussi que cette charge bactérienne chute drastiquement, et ce, même après seulement 6 heures. Cette expérience montre donc qu'il existe un mécanisme chez cet organisme permettant non seulement la détection, mais aussi l'élimination de l'agent pathogène et que celui-ci se met en place très rapidement. Rentrons plus en détail avec cette immunité innée. En effet, il faut savoir que celle-ci se subdivise en deux réponses, cellulaire et moléculaire. La réponse cellulaire se base sur le fait que chacune des cellules de notre organisme a la capacité de détecter des motifs moléculaires pathogéniques, ce que l'on appelle les PAMPs, qui, une fois détectés, peuvent induire plusieurs réponses cellulaires, notamment la phagocytose, par les cellules immunitaires comme les macrophages ou bien les cellules dendritiques. Durant ce processus de phagocytose, la cellule immune ingère complètement et digère la cellule. La réponse moléculaire, quant à elle, consiste en la sécrétion de substances par des cellules immunitaires, mais pas seulement. Les adipocytes ou cellules épithéliales peuvent aussi être impliquées dans ce processus. Ces substances chimiques ont pour but de réduire la prolifération et propagation du pathogène. Par exemple, les lysosymes fragilisent la paroi des bactéries gram-positifs, tandis que les défensines créent des pores dans les pathogènes, induisant un choc osmotique, et cela amène plus tard à la mort cellulaire. Tout cela correspond aux premières lignées de détection et de défense de notre organisme face aux pathogènes, et ces lignées sont très largement partagées dans le vivant, que ce soit les champignons, les insectes, les éponges ou même les mollusques. Toutefois, chez les mammifères, il existe un autre système de défense, en plus de l'immunité innée, se mettant en place si le pathogène n'arrive pas à être neutralisé. C'est ce que l'on appelle l'immunité adaptative, que nous verrons plus en détail dans une prochaine vidéo. Si l'immunité innée joue un rôle si important pour éviter les infections, alors pourquoi existe-t-il une hétérogénéité avec l'âge de notre susceptibilité aux pathogènes ? En effet, les nourrissons sont plus en proie aux pathogènes que des adolescents. Eh bien cela vient du fait que les différentes cellules immunitaires augmentent en nombre de par la division active de cellules souches hématopoïétiques, et ce, dès la naissance, jusqu'à atteindre un seuil chez l'adulte. De ce fait, ce système de défense est plus faillible chez les jeunes, à tel point que le nouveau-né dépend majoritairement pour sa défense des anticorps maternels provenant du lait maternel et du passage tros-placentaire. Maintenant, intéressons-nous plus en détail à la symptomatologie liée à ce système immunitaire inné. En effet, bien qu'efficace, ce système génère divers symptômes qui ont par ailleurs été définis. Sells, qui est un médecin roman au XIXe siècle, a défini ces signes de la réaction inflammatoire, conséquence de l'activation de l'immunité innée, comme étant la rougeur, chaleur, douleur, gonflement, mais aussi la perte de fonction. Mais alors, si un patient présente ces symptômes, comment détecter s'il s'agit vraiment d'une réaction inflammatoire ? Eh bien, il est nécessaire de doser sa CRP, pour C, réactive protéine. Cette CRP ne doit en situation normale pas dépasser les 6 mg par litre de plasma. Il s'agit d'une protéine sécrétée par le foie en réponse à l'interleukine 6 massivement libérée en cas d'inflammation.
Cette CRP joue un rôle majeur dans l'immunité innée, car elle permet l'opsonisation des micro-organismes, c'est-à-dire qu'en se liant aux pathogènes, elle va favoriser leur marquage et donc leur repérage par d'autres systèmes de défense, notamment le système du complément, correspondant à un ensemble de molécules sériques. Voici une coupe histologique montrant un tissu avant et après inflammation. On remarque qu'en cas d'inflammation, différents leucocytes sont présents dans le tissu, notamment les neutrophiles. Mais on peut se poser la question qui suit. Comment ont-ils bien pu traverser le vaisseau sanguin pour entrer dans le tissu ? Cela s'explique par la perméabilisation des vaisseaux, c'est-à-dire que les cellules du muscle lisse vont s'écarter les unes des autres, et ce sous l'action de l'histamine libérée par les mastocytes. Dès lors, cette barrière de diffusion s'affaiblit, favorisant le passage des cellules immunitaires, mais aussi une fuite de plasma, qui correspond à la partie liquide du sang responsable du gonflement cellulaire. Ce gonflement est aussi associé à la douleur, car en effet, ces tissus gonflés physiquement peuvent effectuer une pression sur différentes terminaisons neuronales, en plus de l'action d'autres molécules, comme les prostaglandines. Maintenant, continuons avec la deuxième activité, intitulée la réaction inflammatoire, une défense immunitaire bien orchestrée. En effet, nous avons introduit précédemment l'immunité innée, ainsi que les symptômes de l'inflammation. Mais maintenant, entrons plus en détail sur les mécanismes permettant à la réaction inflammatoire d'éliminer les pathogènes. Chaque cellule de notre organisme possède à sa surface un ensemble d'antigènes correspondant à des molécules du soi exprimées et montrées aux autres cellules. On pourrait alors penser que les cellules immunitaires reconnaissent via ces antigènes du soi les cellules de notre organisme et donc peuvent distinguer de cela le non-soi. Pour l'immunité innée, ce n'est en réalité pas le cas, et celle-ci se base non pas sur la détection du soi, mais sur la détection du non-soi. En effet, les micro-organismes présentent à leur surface des antigènes largement conservés entre les différents groupes. On les appelle les PAMPs, pour motifs associés aux pathogènes. Ces motifs peuvent par exemple être de la flagelline, constituant des flagelles bactériens, des lipopolysaccharides ou encore des peptidoglycans caractéristiques des parois bactériennes. Ces motifs sont alors reconnus par nos cellules par des PRR, pour Pattern Recognition Receptor. Parmi ces cellules figurent les cellules de l'immunité, notamment les cellules dendritiques, les macrophages, les mastocytes. Par exemple, sur cette figure, on observe un granulocyte, probablement un neutrophile qui établit un contact avec un pathogène du type streptocoque, et cela via l'interaction entre un PRR et PAMP. Cette interaction peut favoriser la phagocytose, le déchargement de granules contenant des molécules de l'inflammation, comme l'histamine, ou bien la production de novo de cytokines pro-inflammatoires par exemple. Mais pour que la cellule immunitaire détecte le pathogène, il faut qu'il soit proche physiquement. Mais comment peut-elle alors le détecter si le pathogène est dans un tissu épithélial par exemple, et que le macrophage est dans le sang ? Il faut nécessairement traverser la barrière sanguine, et cela est par ailleurs visible sur cette série de photos montrant le déplacement au cours du temps d'un leucocyte, par exemple un neutrophile, vers les débris d'un pathogène. Mais on le voit ici, la cellule immunitaire se déplace en direction du pathogène, comme si la cellule recevait un signal de localisation du problème. Et en réalité, c'est bien ce qui se passe. En fait, les cellules épithéliales, kératinocytes ou bien fibroblastes, possèdent des PRR et sous l'effet d'un PAMP ou d'un danger, peuvent sécréter des messagers chimiques pour attirer les leucocytes vers le site d'infection. On parle alors de chimiotactisme, c'est-à-dire un attrait physique de cellules via une sécrétion chimique de molécules. Puis, une fois arrivée devant le vaisseau sanguin, sous le tissu infecté, la cellule va migrer à travers la barrière sanguine via un processus nommé diapédèse, impliquant une hausse de perméabilité vasculaire, une vasodilatation, l'expression sur les cellules du muscle lisse de E et de P-sélectine, qui vont interagir avec les leucocytes pour les ralentir et favoriser un contact chimique fort à travers des intégrines pour permettre leur passage à travers la barrière. Une fois entrés dans le tissu, que ce soit les neutrophiles, cellules dendritiques ou bien macrophages, toutes trois peuvent réaliser la phagocytose. C'est un processus par lequel la cellule immunitaire internalise le pathogène via une enveloppe, nommée le phagosome, et le digère en fusionnant au phagosome des lysosomes, qui sont des organites contenant des enzymes digestives et un pH acide,
permettant alors toutes deux la destruction du pathogène. On le comprend alors très vite, toutes ces réactions sont aussi très dangereuses pour notre propre organisme et doivent donc être réorchestrées de manière fine dans le temps et dans l'espace. Et cela implique un panel de différentes molécules permettant la chémoattraction, la diapédèse, la destruction des pathogènes et aussi la réparation du tissu endommagé. Tous ces médiateurs peuvent s'influencer entre eux afin de réguler précisément les différentes étapes de l'inflammation. Par exemple, une plus grande quantité de TNF-alpha libérée va induire l'expression de E-sélectine sur les cellules du muscle lisse afin d'attirer plus de neutrophils au site d'inflammation. Aussi, comme visible sur le graphique à droite, CCL5, L pour ligand, est nécessaire à la migration des macrophages. Il s'agit ici d'un nouveau type de molécule nommée chimiokine. Il s'agit d'une molécule soluble libérée par les cellules endothéliales notamment, qui, se liant à des récepteurs spécifiques, vont permettre l'activation d'intégrines, dont le rôle permet le passage de la barrière. En d'autres termes, les sélectines ralentissent la cellule immunitaire et les chimiokines permettent, via l'activation des intégrines, le passage de la barrière. Il existe plein d'autres rôles modulateurs de ces molécules. On peut citer la réparation cellulaire ou bien la régulation négative de l'inflammation, médiée notamment par l'IL-10. Ainsi, la réaction inflammatoire est très complexe et associée à des symptômes plus ou moins sévères. Dans certains cas, ils persistent ou sont trop forts et nécessitent alors un traitement médicamenteux. L'origine de la douleur est attribuée à la prostaglandine, qui est produite en réponse à des sécrétions d'IL-1 et de TNF-alpha, des molécules pro-inflammatoires. Cela aura pour conséquence, dans les cellules receveuses, de former de l'acide arachidonique à partir des lipides membranaires, qui, à leur tour, se reconvertit en prostaglandine par une enzyme, la cyclooxygénase 2. Afin de contrer les effets néfastes de cette prostaglandine en termes de symptômes, une molécule a été conçue au XIXe siècle, l'acide acétylsalicylique, dont la structure est dérivée de la molécule naturelle d'acide salicylique. Son mode d'action est de se lier à l'enzyme capable de convertir l'acide arachidonique en prostaglandine et ainsi antagoniser son effet. Mais attention, la prostaglandine est également utile dans la réaction inflammatoire car elle permet aussi la vasodilatation qui augmente le flux sanguin pour emmener vers la zone infectée plus de cellules immunitaires. Donc son usage doit évidemment être contrôlé et pas excessif pour son effet antalgique. Mais ce n'est pas tout. Certaines substances anti-inflammatoires se retrouvent aussi dans les aliments de notre quotidien, comme la curcumine, un des composants du curcuma. Pour vérifier son effet anti-inflammatoire, on va comparer les effets de sa présence dans un contexte inflammatoire et le comparer à deux contrôles, le thé vert et le collagène. La première expérience vise à mettre en évidence l'évolution de la transcription du gène de la prostaglandine au cours du temps, avec présence de ces différents composants. On remarque que c'est seulement avec la curcumine que le pourcentage de l'ARN messager devient le même que le tissu contrôle, c'est-à-dire non inflammé. Cet effet réductionnel est retrouvé aussi pour l'enzyme qui catalyse la transformation de l'acide arachidonique en prostaglandine par l'hème-oxygénase 2. Mais on voit aussi un effet réductionnel significatif pour le thé vert. Il serait alors intéressant d'en étudier la composition. Maintenant, on peut se poser la question qui suit. Comment expliquer une baisse transcriptionnelle de l'enzyme et de la prostaglandine en présence de curcumine ? Eh bien, la réponse nous est donnée dans le dernier document mettant en évidence le taux de transcription d'IL-1β et de TNF-alpha entre la présence de curcumine et le placebo. On remarque une baisse drastique de ces cytokines en présence de curcumine. Ainsi, cette substance n'agit probablement pas directement sur l'enzyme, comme le faisait l'aspirine, comme vu précédemment, mais agit en amont en diminuant l'expression des cytokines, probablement en inhibant la voie NF-κB, qui est une voie de signalisation majeure dans l'induction de ces cytokines en réponse à une infection. En résumé, nous avons vu que l'immunité innée était partagée par tous les êtres vivants et que certains mécanismes étaient parfois propres à des groupes. Cette immunité est innée, c'est-à-dire génétiquement déterminée, et ne nécessite donc pas d'apprentissage préalable. Une manifestation de cette réponse immune est la réaction inflammatoire aiguë, qui se manifeste par 4 signes cliniques stéréotypés: rougeur, chaleur, gonflement, douleur. Ces symptômes sont liés à la vasodilatation des vaisseaux sanguins, qui permet l'entrée de plasma
et de cellules immunitaires sur les lieux de l'infection ou de lésion. La détection du pathogène est permise par des PRR, récepteurs cellulaires capables de détecter des motifs pathogéniques, nommés PAMPs, et cette interaction peut conduire à la libération de médiateurs chimiques comme les cytokines favorisant activation, multiplication des leucocytes, vasodilatation, chimiotactisme, augmentation de perméabilité vasculaire ou encore diapédèse. Une fois les leucocytes recrutés sur la zone enflammée, l'élimination des agents pathogènes s'effectue notamment par la phagocytose, processus faisant intervenir les phagocytes qui internalisent les micro-organismes et les dégradent. L'inflammation aiguë, bien que bénéfique pour l'organisme, génère des douleurs et peut endommager des tissus si l'organisme n'arrive pas à la contrôler. C'est le cas par exemple des maladies inflammatoires chroniques. Il existe des molécules naturelles qui ont pour propriété d'atténuer la sensation douloureuse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me suggérer d'autres chapitres en commentaire. Je vous souhaite plein de réussite. À bientôt!